C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine EML chez vous, messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Alors, création d'un gouvernement d'union nationale, est-ce la seule solution aujourd'hui pour mettre fin à la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo? Mais on se pose également la question de savoir, le climat est-il favorable justement pour mettre en place ces gouvernements d'unité nationale? Messieurs, dames, vous le savez, l'ancien président Joseph Kabila accuse son successeur d'être à la base justement de la crise qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Il dit qu'il fustige la mauvaise gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, l'accusant d'être responsable de la crise actuelle avec sa tentative de modifier la Constitution. Alors, est-ce que l'ancien chef d'État a-t-il raison de critiquer la gestion de son successeur? Quid de sa gestion à lui pendant 18 ans? C'est autour de ces différentes thématiques que nous allons réfléchir aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Hugues Mac. Il est avec moi sur ce plateau de CML chez vous. Monsieur Hugues, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à vous. Chez moi, c'est moi qui vous remercie, Madame Tania. Très bien. Alors, je tiens à signaler ou à spécifier que M. Hugues est président de la liste de jeunes du parti, au sein du parti écolo de M. Chris Mukendi. Avec lui, nous avons 45 minutes d'échange. M. Hugues, vous avez appris ce qui s'est passé hier dans la ville de Bukavu. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines et des dégâts, justement, après une bombe qui a explosé après le meeting qu'a tenu les rebelles M23, AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais déplore cette situation. Votre lecture tout d'abord. Ok. Merci pour la question, Madame Tania. Tout d'abord, je voulais vous signaler que depuis un certain temps, nous sommes sans ignorer que le nord et le sud Kivu sont sous l'occupation du groupe militaire terroriste communément appelé M23, ainsi que AFC qui est dirigé par Corneille Nangaa, notre ancien président de la CENI. Et comme vous le savez, la réalité, même les images, les témoignent que ce sont des groupes armés qui ne prônent que sur la terreur, qui prônent que sur la tuerie, le massacre de nos jeunes frères, sœurs de l'Est du pays. Alors ce sont des situations que l'État congolais a toujours déplorées et le président de la République ainsi que le gouvernement travaillent là-dessus pour mettre fin à ces massacres qui sévissent pendant longtemps dans notre partie est du pays. Nous croyons à notre armée congolaise, nous croyons aussi aux efforts diplomatiques qui depuis un certain temps, l'État congolais est à pied d'œuvre, voire même d'arrache-pied pour mettre fin à ces complots qui ne relèvent pas seulement du Rwanda, mais derrière ça, il y a aussi les grandes puissances qui sont derrière ces complots. Et nous croyons qu'avec les stratégies mises sur pied par le gouvernement, dissipées, cette situation sera stabilisée. Très bien. Voilà. Alors, la situation sera stabilisée, mais ne voyez-vous pas qu'il y a urgence aujourd'hui? Parce que si ces terroristes, ces rebelles, aujourd'hui commencent à avoir comme idée de bombarder la population, le danger est très grand. Ici, à Kinshasa, le régime parle d'un gouvernement d'union nationale qui peine encore à porter ses fruits. Pourquoi? Parce que au niveau de l'opposition, il y a encore une sorte de réticence. Alors que l'air est grave, quelle posture devrait adopter ce gouvernement? Faudrait-il qu'on continue sur cette démarche du gouvernement de l'Union nationale, ou il faut rapidement anticiper de stratégie? Parce que l'heure est grave et l'ennemi n'attend pas pour nuire à la population. Bon, à mon avis, la formation du gouvernement national ne constitue pas en soi une solution adéquate face à cette menace, face à cette agression qui nous a été imposée par le Rwanda avec ses supplétifs M23 ainsi que AFC. Mais quand même, dans le rôle du président de la République en tant que garant de la nation et aussi maître de bord de l'Union sacrée, il peut aussi choisir au sein
de la majorité présidentielle, les gens avec qui il peut, qui puissent adhérer à sa vision, parce que il a été élu sur un programme, le programme qui a fait qu'aujourd'hui qu'il soit président de la République, c'est entre autres protéger la population et nous donner une paix durable. Alors c'est à lui, il lui revient de droit de choisir qui composer pour que cette situation soit le plus tôt possible réglée. Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas le mal dans ça, mais il faut que ces gouvernements de l'Union nationale soient fixés sur des critères. Des critères, moi je propose des castings politiques. Et ce n'est pas que cet appel soit par exemple une occasion pour que les opportunistes viennent encore s'accaparer du pouvoir pour le partage du gâteau. Là, nous écolos, nous sommes contre ça, contre ces genres de pratiques. Parce que dans le passé, plusieurs présidents, ils ont eu à procéder à ces genres d'appels, mais ça n'a pas donné des réponses adéquates face aux problèmes auxquels la population est confrontée. Mais pour ma part, moi je me dis que c'est une des solutions, ce n'est pas la solution inhérente pour maintenir la paix à l'est du pays. Et c'est quoi la solution adéquate aujourd'hui? Bon, la solution adéquate, comme je vous ai dit, il faut d'abord que le président soit entouré des bonnes personnes. Des bonnes personnes, c'est-à-dire que dans les secteurs de sécurité de la défense nationale, où nous remarquons qu'il y a certaines défaillances au niveau de l'armée, notre armée, et nous sommes sans ignorer que nous avons une armée tellement fragile, remplie de traîtres, remplie des gens... Le président a dit que l'armée était structurée, on s'entend. Oui, l'armée est structurée. Bon, il lui revient de droit de défendre aussi son armée. C'est un président de la République, il est garant de la nation. Chaque déclaration du président de la République concernant certains secteurs où il est le gestionnaire, donc ça lui donne un peu la position des responsables, en mal tout comme en bien. Et raison pour laquelle le président, dans son rôle de garant de la nation, il a eu à encourager, parce que moi je trouve que cette déclaration, c'était juste dans le sens d'encourager les forces et les vaillants guerriers qui sont en train de faire un travail remarquable de manière à défendre notre souveraineté territoriale. Et dans ce sens-là que je pense que le président de la République a dû remercier et louer même cette armée congolaise. Très bien. Voilà. Alors peut-on dire aujourd'hui qu'en 6 ans, les présidents ou le régime en place, les autorités compétentes n'ont pas su organiser convenablement l'armée congolaise? Quand vous parlez des infiltrés, brassage, mixage, ça n'était pas impossible en 6 ans de résoudre cette question? Bon, madame, vous savez, à ce qui concerne la structuration de l'armée, c'est une question qui prend beaucoup d'années. Ce n'est pas à 6 ans de mandat, après 6 ans où le président de la République, Félix Tshisekedi, est à la tête de la RDC, que ce problème sera résolu. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, là, au sommaire de cette mission, la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, lui qui a été à la tête de ce pays pendant 18 ans. Alors, ces 18 ans-là pouvaient le servir et lui donner aussi l'occasion de structurer cette armée. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage en fait d'une armée que je juge un peu remplie de traîtres que le Kabila, avec son régime répressif, nous a laissé. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans. Mais madame, ça fait 6 ans, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure là. Le changement de régime, c'est pour corriger c'est pour apporter ce que l'autre n'a pas apporté. Exactement. Et voilà pourquoi on combat l'autre régime. Les opposants qui sont aujourd'hui, qui s'opposent justement à la gestion de Tshisekedi, c'est pour dire que eux, une fois au pouvoir, ils auront une autre gestion que celui du président. Exactement. C'est pour cela. Vous êtes d'accord avec moi, nous avons appris la mise en place d'une unité spéciale qu'on appelle communément les Wazalendo. Ils sont là. Justement, la présence de ces éléments, des volontaires Wazalendo, de nos compatriotes qui vivent à l'est du pays, c'est une réponse que le président de la République a donnée par rapport à ce qu'il a trouvé comme problème au sein de notre armée. Voilà. Si ce n'était pas le cas, mais il n'y aurait pas existence des Wazalendo. Les Wazalendo sont là parce que le président de la République, après avoir fait une évaluation stricte au sein de l'armée, il a trouvé que l'armée, qui était censée défendre
la souveraineté et la souveraineté ainsi que la souveraineté territoriale de notre pays était remplie de traîtres, raison pour laquelle il a fait recours à ces unités qu'on appelle communément Wazalendo. C'est justement pour donner réponse à ces problèmes que je viens d'évoquer tout à l'heure là des traîtres qui se trouvent au sein de notre armée. Est-ce que vous dites, vous condamnez ou il vous arrive d'être satisfait du travail que le collaborateur du président ont abattu ensemble avec lui durant 6 ans. Je fais notamment allusion à sa formation politique Union Sacrée, parce que lors de sa rencontre avec cette formation politique, il a dit clairement qu'il était mécontent du silence qui a été observé par certains caciques de cette formation politique. Il a eu à féliciter ceux qui se sont démarqués, ceux qui ont condamné l'agression rwandaise. Est-ce que le président s'est finalement rendu compte qu'il ne s'est pas bien fait entourer durant son premier mandat, et est-ce que la deuxième année de son second mandat? Bon, raison pour laquelle vous l'avez bien signalé au sommaire de cette émission, parmi les points à débattre, c'était entre autres la formation des gouvernements de l'Union nationale, justement pour aussi régler de tels problèmes, ce genre de problèmes, parce que le président, c'est le maître au bord, il sait comment utiliser les compétences qui regorgent la nation congolaise. Vous reconnaissez que l'Union Sacrée n'a pas aidé du tout le président de la République? Bon, quelques-uns, je ne peux pas être catégorique pour ne pas dire que tout le monde n'a pas bien fait son travail. La majorité limite. Exactement, exactement. Nous, les partis écolos, ne sommes pas là pour encourager le mal. Nous sommes un parti politique qui dénonce ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, et encourager aussi des bonnes actions du gouvernement. Et pour les cas d'espèce, il y a certains ministres, il y a certains membres de l'Union Sacrée qui ne jouent pas pleinement leur rôle comme les souhaitait au début du mandat du président de la République. Alors, il lui revient de droit de faire un examen au sein de sa famille politique pour faire aussi appel à d'autres compétences. Pourquoi pas demain Christ Mukendi en tant que ministre de la Défense ou soit ministre de la Justice, je ne sais pas moi quoi. Raison pour laquelle le président, après avoir fait une évaluation, il a jugé bon d'élargir un peu sa famille politique, parce que dès son premier mandat, il n'y a pas eu l'existence de certains cadres politiques, entre autres écolos et consorts. Et c'est une occasion aussi pour nous qui avons l'ambition, qui avons peut-être la compétence, et de faire partie aussi, de répondre aussi à cet appel qui nous a été lancé par le président de la République. Et voilà, justement parce qu'il a réalisé que certains cadres de l'Union Sacrée devaient être remplacés par d'autres. Voilà. Pendant cette période de crise, est-ce que l'Union Sacrée peut se dire avoir accompagné même à 1% le chef de l'État pour aider le pays à sortir de cette crise? Bon, il ne faut pas toujours avoir une lecture négative compte tenu de ce que nous vivons, notamment le problème à l'est du pays, mais il y a quand même certains secteurs où c'est encourageant, où on sent que le président de la République, avec certains partis politiques qui forment l'Union Sacrée, et chacun à ce qui les concerne, il y a quelques-uns, comme je l'ai dit, qui font bien leur travail, mais aussi, il y a aussi un travail à faire au sein de l'Union Sacrée, parce que c'est un travail humain. Le travail humain émane toujours, il y a toujours des perfections, il faut toujours, peut-être là où on sait qu'on en a mal travaillé, on peut toujours, si on est sincère, on peut se rendre compte que sur tel sujet, nous l'avons mal géré, mais à la prochaine occasion, on peut toujours les recadrer. Et ça arrive pour tout le parti politique. Même en France, il y a peut-être des ministres qui sortent, il y a des ministres qui entrent. Et pour cette question-là, je ne pense pas que le président Tshisekedi est la seule personne ou le seul président au monde de faire face à de telles situations. Vous ne voyez pas quitter l'Union Sacrée, un de ces quatre écolos? Non, il faut lui accorder encore la chance. Il faut accorder encore une seconde chance au président de la République. C'est pour cela que nous sommes là. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas croiser les bras avec le moyen que nous possédons, l'intelligence, l'expertise. Et nous nous sommes dit que non, pourquoi pas, et amener ce que nous avons et au bon fonctionnement de nos institutions, notamment, surtout sur le problème qui concerne la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, le président tend sa main, à l'opposition également, mais celle-ci
reste, on va dire, réticente. Les leaders de l'opposition, pour la majorité, la plupart, ne veulent pas prendre la main tendue par le chef de l'État. Sans l'opposition aujourd'hui dans ce gouvernement de l'Union ou de l'unité nationale, il y aura réellement cette unité-là? Est-ce qu'on parlera encore de l'Union nationale? Non, madame, je ne pense pas que c'est l'idée qui est partagée à tous les partis politiques de l'opposition. Récemment, ici, j'ai suivi la sortie médiatique non, j'allais parler de Martin Fayulu, et qui insistait au cours de sa sortie médiatique, il a insisté sur la cohésion ainsi que la poursuite du travail qui a été déjà amorcé par les évêques catholiques, parce que dans ce travail-là, les évêques insistaient sur la formation du gouvernement de l'Union nationale. Je ne pense pas que M. Fayulu, le président Fayulu, adhère à cette vision d'aller alors de disperser ou de boycotter. En échange avec les cadres décidés, ils disent qu'ils ne prendront pas la main tendue du chef de l'État. Pour le camp Lamonka ou Essidé, ils continuent à respecter et à s'inscrire dans la démarche de prélat catholique en collaboration avec les pères, enfin les pasteurs de l'ECC. Voilà. Mais pour ce qui est de la main tendue directe du président de la République, ils disent que pour eux, c'est une sorte de piège parce que ils craignent que tout ce qui sera être dit, ça ne soit pas respecté, mais aussi la sincérité de ce cadre de concertation. Pourquoi? Parce que au niveau de la MOCA, ils veulent qu'il y ait des échanges sincères. Okay. Ça sera un cas de concertation où les vérités vont se dire et ils se diront plus jamais ça. Alors que pour la démarche du président de la République vise simplement à, on va dire, un remaniement ministériel. Et eux, ils disent qu'ils ne sont pas pour le partage de postes. Bon, il peut y avoir dialogue sans partage de postes. Madame, comment est-ce que nous pouvons parler du gouvernement de l'Union nationale sans pourtant appeler toutes les parties prenantes pour s'engager dans cette direction? Je trouve que c'est que les commentaires ou soit certains avis venant de certains cadres de l'ECD ou tout comme d'autres partis politiques, donc ça amène un peu, ça suscite un peu la réflexion contradictoire, tu vois, un peu par rapport à ce que Martin Fayulu a dit. Je l'ai suivi attentivement quand il a parlé il a demandé personnellement au chef de l'État d'adhérer à la vision des évêques dans le sens de former une gouvernement de prôner l'union nationale. Alors, quand on parlait de ça, le président a dit qu'il ne s'inscrivait pas dans ces démarches de prêtres. Non, mais le même président a donné aussi l'ouverture politique à tous les partis politiques de venir se joindre à lui pour bénéficier aussi de leur expertise, enfin, de donner réponse aux problèmes de sécurité, aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux auxquels la population est confrontée. Mais voyons voir, mais parce que là, c'est encore très tôt de pouvoir déjà prendre une position quelconque, une position politique quelconque, mais les évêques sont en train de travailler là-dessus et le président de la République, je pense en ces moments, il est en train un peu de consulter certains cadres de l'opposition pour pouvoir donner solution pour pouvoir répondre à cet appel du gouvernement d'union nationale. Mais c'est pas toujours dans un cadre de concertation, un cadre de dialogue. Je pense que dans les jours à venir, le président de la République va adhérer à cette vision pour mettre tout le monde d'accord, parce que la vision de prêtre. Pardon? Adhérer à la démarche de prêtre. Oui, exactement. Parce que là, on a deux démarches actuellement. Voilà. Celle de prêtre et l'appel du président de la République. Exactement. Parce que si nous regardons la vision du prêtre et celle du président de la République, tous deux convergent dans la même direction. Sauf pour le président, il ne compte pas négocier avec Corneille Nangaa, parce que ça serait humilier la nation. Exactement. Contrairement aux prêtres qui sont en train de rassembler toutes les parties prenantes. C'est là la différence. Le président de la République a été clair sur ces dossiers-là, parce qu'il a dit, s'il faut former le gouvernement de l'Union nationale, il faut tenir compte aussi de l'éthique, il faut tenir compte aussi de la situation juridique aussi de chaque partie prenante à cette vision. Voyez-vous?
comme Corneille Nangaa, il a tué, il a créé des massacres à l'est du pays. Alors une telle personne n'est pas le bienvenu, n'est pas la bienvenue pour répondre à de tels actes. Et parce que sinon, ça sera une trahison face à la population qui lui a donné mandat de les sécuriser, de pouvoir les protéger avec leurs biens. Et voilà, dans cette logique-là, le président de la République a été clair pour dire que c'est le parti prenante qui prône la valeur républicaine, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, adhère au respect de la Constitution de la République, qui interdit, par exemple, aux nationaux de prendre des armes pour combattre sa propre nation. Et voilà, donc sur ce point de vue-là, le président de la République a insisté pour déjà donner en avance les critères des personnes qui vont marcher avec lui dans la même vision. Alors, croyez-vous à une paix sans le M23? Je le crois. Comment ça se passera? Je le crois parce que vous êtes sans ignorer, depuis mardi, il y a déjà certaines puissances qui commencent déjà à réagir quant à ça, notamment l'Angleterre par le biais de son ministre des Affaires étrangères, où il a annoncé la rupture ou la fin de certaines aides financières auxquelles le Rwanda était bénéficiaire. Voilà un peu. C'est une pression que les puissances étrangères, les grandes puissances, veulent que le Rwanda puisse retirer ses troupes, afin de permettre à la RDC, notre pays, de retrouver sa souveraineté territoriale. Je peux à ce point de vue dire que c'est déjà une pari gagnée pour permettre déjà à la RDC de retrouver sa sécurité, parce que mais ça sera une sécurité durable. Exactement, exactement, parce que le Conseil de sécurité, il n'y a pas longtemps, il a pris des résolutions pour condamner le Rwanda. Mais quand les rebelles ne sont pas défaits militairement, vous croyez que le retour de la paix va être durable? Ce sera une paix durable longtemps? Mais sous le régime de Kabila, les M23, ils étaient là, les consorts. Alors comment ils se sont retirés des territoires congolais? C'est par une pression étrangère, là je parle aussi. Non, mais vous le savez, madame, il n'y a pas une armée forte dans notre pays. Kabila nous a laissé une armée presque fragile, remplie des officiers rwandaises, remplie des autorités rwandaises, remplie des traîtres. Alors voilà, la seule option qui l'a permis d'obtenir cette paix, c'était par la voie diplomatique, et si associé à cela la pression aussi étrangère, et ce qui a fait militaire. Non, mais non militaire. Mais vous l'avez suivi, vous avez suivi Madame Olive Lembe, qui dans ses plusieurs sorties médiatiques, il a fait mention que mon mari a mis fin à la guerre grâce à un stylo. Un stylo, c'est quoi? Ce n'est pas une option militaire. Et plus récemment, Madame Mouyumba, lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo, il a fait mention à cela, que nous avons résolu ces problèmes sans pourtant utiliser l'option militaire. Et c'est sur cette voie-là que nous, le président de la République, s'engage aussi pour retrouver la paix à l'est du pays. C'est sur cette voie-là que le président s'engage à retrouver la paix. Voilà que les M23 ont réussi à leur surface aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas défaits militairement. Bon, alors pour éviter cela pour le prochain président qui viendront, il faut d'autres stratégies militaires, par exemple. Bien sûr, madame. Pas que diplomatique. Bien sûr, raison pour laquelle les Wazalendo, la force Wazalendo est là sur terrain pour... Et quid des FARDC? Mais les FARDC, madame, je vous ai dit tout à l'heure là, seule l'armée congolaise dont nous faisons allusion, le FARDC, n'est pas capable, ne saura pas mettre fin ou éradiquer à cette agression qui est financée, qui est appuyée par le Rwanda. Étant donné que, je vous ai dit au début de notre mission, plusieurs officiers congolais qui travaillent au sein de l'armée congolaise, la majorité sont des officiers issus des brassages, mixages, ainsi que les ressortissants de d'autres groupes rebelles qui étaient gérés par le Rwandais. Là, je parle de CNDP, là, je parle de RCD, là, je parle de plusieurs groupes militaires qui, à l'époque, faisaient pression à Mouzé.
Et quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, avec l'initiative de coopérer avec ces groupes rebelles, et se sont intégrés dans l'armée congolaise. Et le président de la République, ayant pris conscience de cette initiative, il a dit haut et fort qu'il ne négociera jamais avec le M23. Parce que négocier avec le M23, c'est encore hypothéquer l'avenir de notre pays. Et vous le savez, nous sommes sans ignorer le contenu des rapports qui a été présenté au niveau du gouvernement concernant les dialogues, où le M23 ainsi que autres demandaient des portions de terre à l'est du pays et demandaient l'intégration aussi de certains officiers rwandais au sein de l'armée congolaise aussi, pour certains, dans les institutions régaliennes de notre pays. Et ça, prendre les choses dans cette optique-là, c'est aussi vendre la RDC. Et raison pour laquelle le président de la République reste ferme sur cette décision-là de ne pas négocier directement avec le M23. Par contre, il veut négocier à leurs pourvoyeurs, aux pays qui continuent à les entretenir, à leur fournir les munitions, les armes pour combattre notre pays. Mais le processus de Nairobi, vous voulez qu'il y ait dialogue entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle. Parmi ce groupe, le M23 également. Ouais. C'est pas aussi négocié avec le M23, parce que quand les pays, quand l'Union africaine, quand les SCS, que la SADC demande à ce qu'il y ait reprise de ces deux processus, Nairobi et le processus de Luanda, ça voudrait dire que le Congo verra bien négocier avec le M23 au travers du processus de Nairobi. Bon, pour cette question-là, le président de la République est un peu réticent. Il y a des pourparlers qui continuent encore pour voir comment trouver une solution qui va mettre tout le monde d'accord, mais tout en préservant la souveraineté ainsi que la souveraineté territoriale, ainsi que les valeurs qui incarnent notre démocratie. Voyez-vous? Alors, sur ce point de vue-là, c'est la raison pour laquelle il y a eu le chèque, vous êtes sans ignorer, il n'y a pas longtemps, et lors de la dernière rencontre qui devait avoir lieu à Luanda entre le président Tshisekedi et le président Kagame, alors cette rencontre n'a pas eu lieu parce qu'il y avait certains réglages qui devaient être faits suivant un compromis qui devait être trouvé entre les deux parties. Étant donné que cela n'a pas été trouvé, et ce processus-là tarde encore à se concrétiser compte tenu de ce que je venais d'évoquer tout à l'heure là. Parce qu'il s'agit du Congo, il s'agit de notre pays. Parce que ces gens-là, quand ils viennent négocier avec vous, l'idée première, c'est d'abord de leur attribuer certaines portions de terre. Et c'est là, c'est vendre aussi notre pays. Et comme il s'agit des questions de la nation, et le président de la République, il est tellement ferme sur ce dossier-là, ils veulent que traiter avec le Rwanda, si il faut qu'ils se disent les choses en face pour que le Rwanda puisse laisser notre pays tranquille, ils vont le faire. Très bien. Le Rwanda envoie Paul Kagame directement, mais aujourd'hui, la personne qui dérange la stabilité, c'est Paul Kagame ou c'est Joseph Kabila? Non, le président Kabila, l'ancien président de la République, il y a quand même certains éléments où il y a certaines peut-être ramifications avec Corneille Nangaa, parce que si vous regardez bien la composition des il faut commencer par résoudre le problème avec Joseph Kabila d'abord ici en interne, ou demander à Kabila d'arrêter en fait justement de sous-traiter Corneille Nangaa et voir Paul Kagame. Mais après, comment demander seulement si c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa, l'accès M23. Comment demander à Joseph Kabila de donner des instructions à Nangaa d'arrêter la terreur, d'arrêter la tuerie qu'il est en train d'organiser à l'est du pays, alors que celui-ci, je parle de Joseph Kabila, il nie jusqu'à présent, il est de mèche avec Corneille Nangaa. Mais Kabila ne dira pas oui, il n'acceptera jamais, si seulement c'est le cas. Mais du moment où ceux qui dirigent ont de preuves réfutables que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa, de la même façon qu'on est en train de pointer du doigt à Paul Kagame, vouloir de sanctions, il faut que ça se fasse aussi pour Kabila ici. Raison pour laquelle l'idée de la formation de ces gouvernements d'union nationale, pour résoudre les problèmes auxquels les Congolais font face.
Exactement. Vous voyez Kabila donc prendre part à ce gouvernement? Mais raison pour laquelle, si réellement il prétend aimer le Congo comme il est dit dans plusieurs sorties médiatiques, et non, il a la passion pour le Congo, il n'a qu'à adhérer à cette vision. Au cas contraire, il n'est pas congolais, parce qu'il n'aime pas ce pays, il n'aime pas la population qu'il a défendue, qu'il a même gérée pendant 18 ans. Voilà. Pour que vous puissiez, pour croire à un Kabila patriote, il doit saisir la main tendue. Exactement, exactement. Mais du moment où il se sent lésé ou frustré, parce qu'il est pointé du doigt comme étant c'est lui qui est derrière Corneille Nangaa. Ouais. Est-ce qu'il aura, comment peut-il avoir justement ce courage de saisir cette même main qu'il accuse d'être derrière ce qui tue le Congolais dans la partie Est? Madame, quand on aime ces pays, ce sont les intérêts des Congolais qui passent avant tout. Lui qui prétend être un nationaliste, un patriote, il n'a qu'à prendre des positions ou à prendre des actes ou des décisions qui vont permettre au pays qu'il a tant aimé, qu'il a tant dirigé pendant 18 ans, de retrouver sa souveraineté territoriale. Parce qu'aujourd'hui, lui qui fait la politique, je pense que le parti PPRD, où il est l'autorité morale, où il est le chef, il a aussi des militants, il a aussi des sympathisants qui vivent à l'est du pays, notamment. Alors, s'il prétend réellement aimer le Congo, aimer les Congolais, une partie des Congolais qui sont membres de son parti politique, il n'a qu'à leur accorder cette paix en acceptant tout simplement l'appel du président de la République. Au cas contraire, il n'est pas le leader qu'il prétend être. Un leader, il prône toujours sur le bien des gens qui dépendent, des gens qui croient en lui, qui croient en sa vision. Parce que j'ose croire que PPRD, c'est quand même un parti politique qui a une vision, qui a aussi des sympathisants. Oui, quand bien même que nous sommes de l'Union sacrée, je pense qu'aujourd'hui, si Kabila prenait le courage ou décidait de parler à sa population, il n'y aura pas peut-être 2 personnes, il y aura quand même des milliers de personnes qui vont se présenter pour l'écouter en tant qu'un leader politique dans notre pays. Alors si réellement il aime ses fidèles, ses sympathisants, il n'a qu'à répondre à cet appel du président de la République qui prône à promouvoir la paix au sein de notre pays. Très bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Merci pour la confiance que vous réitérez à ce magazine Semel. Chez vous, merci pour vos différentes remarques, tant positives que négatives. Nous en tenons compte. Alors, je suis en train de changer avec monsieur Hugues Mac. Je rappelle qu'il est président de la Ligue de jeunes du parti écolo de monsieur Chris Mukienzi. Monsieur Hugues, je reviens vers vous. Voyons vous-même le climat actuel. Je donne un exemple, le passeport de l'abbé Cholet confisqué momentanément, alors que de l'autre côté, il y a un appel à la cohésion nationale. Est-ce que déjà le climat facilite cette cohésion nationale en interne? Alors, madame, je veux vraiment être réservé à mettre un point de vue là-dessus, parce que ce sont des matières un peu juridiques, qui nécessite par exemple des enquêtes pour essayer un peu de voir le but pour lequel le passeport de Abbé Donaché Cholet a été confisqué. Alors sur ce point de vue-là, laissons la justice de notre pays faire son travail. Parce que dire des choses avant que la justice puisse se prononcer, avant même que le service de notre pays qui a fait ce travail puisse se prononcer, c'est quand même... Ils disent que c'est pas le cas, que ce passeport n'a pas été confisqué. Mais de l'autre côté, on a le propos de l'abbé Cholet qui confirme ou qui atteste qu'il a été retardé, son passeport a été confisqué momentanément, d'où la nuance. Bon, moi je trouve que si c'est le cas, le passeport de Abel Cholet a été... Il ne comprenait pas pourquoi ça prenait autant de temps. Mais qu'après, ça lui a été rendu.
Reste à savoir, c'est quelque chose, c'est un dossier que nous devons, qui nécessite... Mais ce ne sont pas des attitudes ou des actions à éviter déjà durant, pour justement promouvoir cette unité, cette cohésion entre Congolais. Je me réserve, comme je vous ai dit, je me réserve vraiment de mettre un avis sur ce point de vue-là, sur ce dossier-là, parce que ni vous ni moi, personne n'était là pour prouver réellement si Abbé Cholé, son passeport a été confisqué ou pas. Nous sommes dans un état où chacun, pour déstabiliser le président de la République, il peut émettre des avis, et un avis contraire du genre de nature à ternir l'image du président de la République, qui prône sur l'unité et la cohésion nationale du pays. C'est ainsi que moi, au début quand vous m'avez posé cette question, je me suis beaucoup plus réservé pour émettre un avis négatif sur la confiscation du passeport de l'abbé Donatien Cholé. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Hugues, vous vous réservez quant à cette question. Alors parlons de Joseph Kabila. Il a également fait une sortie médiatique où il a condamné la mauvaise gouvernance de son successeur Félix-Antoine Tshisekedi. Pour lui, la crise du M23 vient d'un échec de gouvernance. A-t-il raison de le dire? Non, mais le président Kabila n'a pas raison de le dire, étant donné que, comme je vous ai dit au début de notre émission, le président Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans, aujourd'hui, le président Tshisekedi est tenté d'hériter les dossiers qui étaient sur sa table. Il a 6 ans, il continue d'hériter, monsieur Hugues. Mais exactement, parce que demande le M23 et les AFC et consorts? Ils demandent des portions de terre, ils demandent que les dés qui vous soient à l'air porté, les dés qui vous soient à l'air gestion. Alors, c'est un dossier que lui, Kabila, n'a pas pu gérer jusqu'à présent, parce qu'ils sont des accords. Mais Kabila n'a pas laissé les M23. Kabila, quand il est parti, les M23 n'étaient pas à Goma ou encore à Bukavu. Kabila n'a pas laissé les M23 passer 14 mois ici quand il a quitté le pouvoir. Mais quand il a quitté le pouvoir, madame, les M23 étaient où? Avant que le M23 se retire des territoires congolais, ils étaient où? Ils étaient ici. Ils étaient ici, ils occupaient des territoires congolais. Et si le M23 avait pris le luxe de se retirer, c'est parce que avec Kabila, ils ont eu à signer des accords comme quoi ils pouvaient leur donner des portions de terre et les laisser l'occasion de piller et d'exploiter nos ressources minières. Raison pour laquelle le M23 se sont retirés, parce que c'est ce qu'ils prônent toujours, c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Ils ont toujours convoité nos minéraux à l'est du pays. Raison pour laquelle Kabila, il est parti parce qu'il savait que à l'exécution de cet accord, il ne serait pas là au pouvoir. C'est Félix Tshisekedi qui serait là. Voilà, Tshisekedi arrivé au pouvoir, ils n'ont pas obtenu ce dont ils voulaient, et voilà, ils sont encore rentrés pour nous menacer. Voilà le nez du problème. Mais quand ils ont passé 14 mois ici, sur invitation du régime actuel, est-ce que c'est Kabila encore qui a demandé à ce régime de recevoir le M23 ici? Madame, il y a un principe qui dit dans un État, il y a toujours un principe de la continuité des affaires. Parce que ce sont des dossiers qui ont été signés par son prédécesseur, Joseph Kabila. Alors, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a trouvé ce dossier sur table. Alors, il était question pour lui de s'imprégner un peu de la situation et en savoir un peu plus avant de poser un acte. Parce qu'aujourd'hui, un acte posé par le président de la République peut poser des actions fastes ou néfastes pour l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle le président de la République est un peu sceptique pour directement adhérer à ce qui a été, ce qu'il a trouvé dans le contenu de cet accord laissé par Joseph Kabila. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a eu un semblant peu, et aujourd'hui, regarde maintenant là où nous en sommes. Alors, Joseph Kabila, moi je me dis qu'il est mal placé. Moi j'attendais de sa part un message de compassion en tant qu'ancien président de la République, parce qu'il a eu quand même à gérer cette population de l'Est qui sont massacrées, violées, tuées par le M23. J'attendais de lui, comme l'a fait les leaders de l'ECD, Martin Fayoulou, et d'autres aussi acteurs politiques de notre pays. Et alors là, il s'agit des questions de la nation. Quand une nation est touchée, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas
l'IDPS, il n'y a pas FCC. Nous tous, nous travaillons, nous conjuguons nos efforts pour donner solution aux problèmes qui touchent à la nation. Mais, pour Kabila, la position de l'ancien président de la République... C'est une crise multidimensionnelle, c'est ce qu'il dit. Le fait pour lui de rester dans la globalité au fait de la problématique, ça fait de lui une personne moins compatissante envers la population meurtrie. Bon, mais voilà, madame, comme je vous ai dit, avant de mettre un avis, il fallait d'abord que, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des pillages, il y a des gens qui, les gens qui sont morts. Pourquoi dans un discours, vous ne voyez pas le côté un expert aussi? Vous l'avez vous-même dit que, étant ancien chef de l'État, il a eu à gérer la population de Goma. Oui. Donc vous devriez voir dans son discours ce côté expert de cette question-là d'insécurité. Donc ce qu'il a voulu dire dans ce discours, c'est un message d'alerte ou sonnette d'alarme pour voir que quand il dit la solution ne viendra pas que sur le plan militaire, parce que la crime, il y a aussi un problème d'illégitimité en fait. Mais ce sont des situations qu'il devait régler dès lors qu'il était au pouvoir, quand il était au pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, se déguise un peu à un donneur de leçons, alors que tout ce que nous vivons, ce sont des actions politiques qu'il a menées pendant 18 ans de son règne à la tête de la RDC. Moi, je trouve que cette remarque, ce point de vue ne sont pas le bienvenu. À la place, il aurait dû faire quoi? Bon. C'est taire? Non, mais à la place, il fallait qu'il donne un peu des solutions adéquates. C'est-à-dire quoi? Donner des pistes de solutions. Là, c'est juste une déclaration globale, sans piste de solutions, non, sans programme. Il a dit que les vraies solutions passent par une restructuration de l'armée et de solutions claires. Mais madame, ça c'est la démagogie. Quand je parle de la restructuration de l'armée, c'est une chose que lui devait le faire et c'est une tâche que lui devait en prendre compte pendant ces 18 années de règne. Alors il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas à lui aujourd'hui de donner à Félix Tshisekedi la leçon de restructurer cette armée que lui-même il a détruit, que lui-même il a occasionné par le mixage et brassage. Aujourd'hui, Kabila se présente comme un donneur de leçons, alors que c'est la tâche qu'il devait faire pendant ces 18 ans de pouvoir. Ce n'est pas, en soi, moi à mon avis, ce n'est pas un apport pour donner solution aux problèmes qui se vit à l'Est, et le problème de l'insécurité qui se vit à l'Est du pays. Alors, êtes-vous d'accord avec des indiscrétions qui disent que pour ce régime, le régime actuel, les mâles c'est l'autre et non le régime en soi? Le mal c'est l'autre, c'est qui se présente Félix. Les mâles c'est l'autre, donc c'est Kabila, c'est la constitution, les mâles et ailleurs, le régime actuel ne reconnaît pas ses erreurs. D'une part, Kabila est responsable, le président de la République, Félix Tshisekedi a aussi sa part de responsabilité, mais le gros des problèmes que nous vivons, c'est le président de Kabila, ce sont des problèmes qui émanent sous son régime. Entre autres, comme nous avons dit, problème de sécurité, de l'insécurité, problème de M23, et ainsi que le problème économique, c'est Kabila. J'ai suivi, il a même souligné les problèmes économiques, et nous les savons tous. Il y a eu de l'hémorragie financière dans la gestion des deniers publics. Il y a eu si vous vous rappelez encore, des financements chaotiques du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Il y a eu des détournements à l'époque où M. Bouchab était son directeur de cabinet. Il y a eu des détournements au niveau de son cabinet où il gérait. Hein. Et tout ce sont des choses-là. Il y a eu des détournements qui ne se vivent pas sous le régime actuel? Bon, il y en a, mais il y a eu des actes d'exemplarité. Vous avez suivi au début du mandat du chef de l'État, son propre cabinet, son propre directeur de cabinet a été emprisonné, a été arrêté, chose qui n'a jamais été faite dans le passé. Et ce sont des mesures... Arrêté, libéré. Mais par après, la justice a fait son travail. La justice a fait son travail. Mais comparer cette situation à celle de Kabila et Évariste Bouchab, il n'a jamais été traduit en justice. On refuse d'en parler. Il n'a jamais été traduit en justice. Et par après cet incident-là, il a été nommé ministre de l'Intérieur. Voyez-vous? Mais Félix Tshisekedi, en tant qu'un homme d'État, c'est lui qui prône... Il est quand même passé par la prison et après il a été libéré. Mais si la justice, le président de la République ne gère pas tout, la justice a fait son travail, mais néanmoins,
le président Vital Kamerhe, il a répondu à cet acte-là en tant que directeur. Acquitté et lavé. Mais oui, mais c'est ce que je dis, mais c'est la justice du pays. Nous sommes dans un état de droit, madame. La justice n'est pas l'apanage seul du chef de l'État. La justice, c'est une instance de l'État qui fonctionne à part pour ne pas qu'il soit influencé par les autorités du pays. Des pièces d'identité, nous n'en avons pas, mais l'argent a été débloqué. Oui, l'argent a été débloqué, et la justice a fait son travail. Vous avez vu les opérateurs économiques qui ont répondu à cet appel des fonds liés aux travaux qui devaient être financés par l'État congolais. Ils ont répondu à leurs actes. Vous avez suivi M. Djaman et consorts, tout ça. Ils ont été arrêtés et par après, il y a eu des pénalités liées à cela. Alors, ce sont des choses des actes louables que nous, peuple congolais, nous encourageons parce que dès le début de la prise de pouvoir du président de la République, il a prôné sur l'état de droit. Et l'état de droit ne se limite pas par un simple slogan, ce sont des actes politiques qui attestent ce que le président a tant prôné, état de droit. Et voyez-vous, mais Kabila aujourd'hui quand il parle de détournement, ce n'est pas réellement cet état de droit. Et à le slogan le peuple d'abord, c'est vraiment pris en compte, c'est palpable. Madame, je vais vous dire que le mal est tellement profond. Ce n'est pas après 6 ans que le président de la République va tout reconstruire. Mais vous êtes dur envers le président qui est déjà passé. Non, madame, ce sont des réalités. Nous n'inventons rien. Ce que j'ai dit, nous étions ici au Congo, nous avons suivi comment Joseph Kabila a géré ce pays. Vous préférez la gestion de Félix Tshisekedi à celle de Joseph Kabila? Vous préférez la gestion de Félix Tshisekedi qu'à... Bon, en soi, il y a quand même, je peux dire qu'il y a quand même des actes qui encouragent, et il y a aussi des actes qui nous permettent, nous, écolos, de dire aussi au président de la République que non, ça, nous ne sommes pas contents, et ça, ce sont des choses à rectifier. Voilà un peu. Très bien. Alors, pour le président, l'ancien président Joseph Kabila, la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi a mené à cette crise, notamment parce qu'il y a eu tentative d'une modification, changement de la Constitution. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Mais Joseph Kabila, madame, on est en 2015. Vous vous souvenez de marches organisées par la SEMCO, l'Église catholique, ainsi que IDPS à l'époque qui était à l'opposition. Et Kabila, par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, ils ont tenté de modifier la Constitution. Bien avant cela, en 2011, 10 mois avant les scrutins de novembre 2011, ils ont tenté, ils ont changé la Constitution en ramenant les élections des deuxième tour, des deux tours à un seul tour. Voilà, ce sont des actes constitutionnels. Ce sont des actes constitutionnels et il revient du droit aussi au président de la République au regard des enjeux actuels, au regard des problèmes auxquels le pays est confronté sur le plan sécurité, défense, tout ça, et de donner aussi réponse à cela. Parce que nous sommes un état de droit, rien ne peut se faire sans... Mais Ekolo n'a jamais soutenu cette initiative. Non. Ekolo n'a jamais soutenu la démarche d'un changement de la Constitution. Ekolo a été clair sur ces domaines-là. Il a été clair, nous sommes pour le changement de la Constitution et non modification. Modification, vous êtes pour la modification et non le changement? Non, exactement, parce que, je rectifie et je m'explique. Ekolo a dit, dans plusieurs sorties médiatiques, nous sommes pour, mais à condition... Pour la modification et non le changement. Non, oui, exactement. À condition que cela soit fait sur un cadre pédagogique. C'est-à-dire nous expliquer quels sont les articles qui seront touchés, qui seront modifiés. Et non pas des articles qui touchent à la, comment dirais-je, aux valeurs républicaines de notre pays. Voyez-vous? Et non pas que non, aujourd'hui nous savons que les élections présidentielles s'effectuent à 2 mandats et non 3, et non des mandats renouvelables. Un mandat renouvelable et non plus de 2 mandats. Ekolo a été clair sur ce point de vue-là. Mais du reste, si la Constitution va être touchée pour recadrer certains articles qui donnent la brèche à l'ennemi de venir prendre le pouvoir de notre pays ou venir nous assujettir, là nous disons non. Dans ce sens-là. Donc, nous disons pour parce que
nous, les colos, comme le parti politique l'a dit, nous défendons l'unité de notre pays, nous défendons la souveraineté territoriale. Parce que dans le passé, nous le savons, la constitution zaïroise défendait aux binationaux de se présenter aux élections présidentielles. Aujourd'hui, la pression de M23, ils cherchent à s'intégrer dans nos institutions pour le but plus tard qu'ils puissent nous diriger. Plus tard, nous aurons, si nous laissons passer ces genres d'articles constitutionnels, c'est donner aussi une brèche à de telles personnes de nous gérer dans l'avenir. Raison pour laquelle Ekolo s'est dit, oui, il est d'accord, mais à condition que qu'il y ait un cadre pédagogique, l'Union sacrée. Là, je parle de l'IDPS, qui est le parti initiateur de ce projet, de nous dire exactement qu'est-ce qu'ils attendent de la modification et ou des changements de la Constitution. Voilà. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Hig, on peut dire que le pays s'y retrouverait dans une sorte de confusion, un tout petit peu? Je m'explique. On a le ministre de Transport qui est en train de mobiliser comme ministre de la Défense. On a le ministre de l'Industrie et des Infrastructures qui font la diplomatie. De l'autre côté, les évêques de la Synco sont un tout petit peu en train de mener un travail qui pourrait être bien aussi fait par les députés nationaux. N'est-ce pas une sorte de confusion là, actuellement? Madame, nous sommes dans un état de guerre. La RDC, qui est notre pays, est agressée par l'ennemi qui est le Rwanda avec ses supplétifs M23, AFC et consorts. Alors, il revient à tous les acteurs politiques, à tous les membres du gouvernement, chacun de mettre, d'amener ce qu'ils ont comme intelligence, comme moyen pour pouvoir pallier à ces problèmes. Moi, je ne vois pas comment que cette idée ou cette initiative est malvenue au sein du gouvernement. Je ne vois pas en mal cette initiative parce que tous ces mondes-là, comme vous l'avez énuméré là, ce sont des gens qui prônent sur la paix, qui posent que des actes pour donner solution à un problème qui se présente en face de nous, notamment le problème d'insécurité à l'est du pays, et notamment augmenter aussi, venir en aide en ce qui concerne le solde des militaires au front, notamment les équiper, tout ça. Je ne vois pas que, moi, à mon avis, je ne trouve pas que cette idée elle est mauvaise. Non, nous sommes dans un état de guerre où tout le monde qui se dit patriote, aimant ce pays, a la possibilité, la capacité de donner tout ce qu'il a pour donner réponse aux problèmes auxquels le pays est confronté. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hugmac. Cette émission est terminée. Nous avons 50 minutes d'échange. Votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin est que le président de la République, il est le garant de la nation. L'heure est grave où l'ennemi est en train de lorgner sur la richesse de notre pays. Et le président de la République doit avoir un œil fixé sur ses collaborateurs. Quand je parle d'un œil fixé sur ses collaborateurs, dans son sillage, il peut y avoir aussi des gens qui sont de mèche avec le M23. Il lui revient dans son initiative, de former le gouvernement de l'Union nationale, d'être entouré des personnes qui font la politique avec des valeurs chrétiennes, intégrité, ainsi que de l'éthique politique, pour pouvoir l'aider à réussir dans ces défis qui lui est très difficile, surtout pour son deuxième mandat. C'est pour cela, nous, écolos, nous disons qu'en tant qu'acteurs politiques, en tant que leader au sein de la classe politique congolaise, et nous sommes là pour l'aider à réussir aussi, et aussi à poser des actes qui vont nous donner solution à ces problèmes qui sévissent à l'est du pays. Très bien. Merci beaucoup. C'était M. Hugmac, président de la Ligue de jeunes au sein du parti politique écolo de M. Chris Mukendi. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec un nouvel invité pour un nouveau numéro. Ce sera avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Au revoir. Au revoir.